en tout cas, celles et ceux que je n'aurais pas vus. On va parler maintenant de gamification, parce que depuis quelques années, c'est un outil qui permet de faire découvrir un territoire à des visiteurs de façon ludique et interactive. Alors maintenant qu'on a un peu de recul sur cet outil, que peut-on en dire? Est-il en mesure de valoriser les singularités d'un territoire? Quelles sont les clés qui permettent de faire vivre une véritable expérience aux visiteurs? Et puis surtout, quels sont les risques, quels sont les écueils à éviter quand on s'engage dans une telle démarche? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés, ici même, Mélanie Chan, qui est chargée de mission à la communauté des communes de Belle-Île-en-Mer. Mélanie, vous gérez les projets de préservation des espaces naturels protégés de l'île, à terre comme en mer d'ailleurs. Et vous avez mis en place l'été dernier un projet de gamification pour ceux qui viennent visiter Belle-Île. On va en parler un peu plus tard avec vous. À votre gauche, Ludivine Selin, chef de projet design et innovation au sein de Pas-de-Calais Tourisme. Vous pilotez notamment des projets d'innovation de la destination autour du Louvre-Lens et vous avez un retour d'expérience à nous faire partager sur la gamification sur deux cibles. La première, les visiteurs, et puis la deuxième, les professionnels, avec la gamification comme outil de formation. Je précise qu'on parlera aussi de cet aspect des choses en fin de séance. À votre gauche, Lionel Terrail, directeur de Roulmacom, une entreprise de services de communication tourisme et outdoor. Votre terrain de jeu, ce sont les Alpes, particulièrement. Vous êtes un fervent militant de l'itinérance touristique. Vous avez eu plusieurs expériences de gamification d'une offre touristique. On en parlera avec vous. Et puis enfin, Aurélien Michaud. Bonjour Aurélien, vous êtes consultant digital et patrimoine au sein de la direction projet de Territorium et vous êtes spécialisé en scénarisation et gamification et c'est vous qui avez travaillé sur le projet de Belle-Île-en-Mer. Alors justement, on va commencer avec ce projet qui est intéressant. On commence avec vous, Mélanie. Belle-Île a lancé l'année dernière une application de gamification pour ses visiteurs. Pour un territoire comme Belle-Île, Mélanie, j'aimerais qu'on saisisse un peu quel était l'enjeu de départ et pourquoi la gamification est apparue, s'est imposée en tout cas comme une réponse à la question posée. Alors, ça marche, pas d'inquiétude. Du coup, il y avait plusieurs enjeux à l'origine de ce projet qui ont été un peu des axes de réflexion ciblés dans la stratégie touristique du territoire. Donc il y avait un enjeu déjà sur Belle-Île, c'était de conforter la destination comme une destination nature et de sensibilisation aux espaces naturels. Et du coup, c'est pour ça qu'on a déjà mis en place récemment une maison du littoral avec des expositions sur les espaces naturels terrestres et marins, un peu toujours dans cette dynamique ludique et interactive. Il y avait un enjeu aussi sur cibler les familles et proposer de l'expérience pour les familles et pour les visiteurs un petit peu non initiés, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas forcément adeptes des expositions ou des visites commentées et donc qui pourraient être intéressés via justement cette entrée gamification. Et dans cette idée de proposer de l'expérience originale, mais aussi qui est vivable à l'année, et notamment sur les ailes de saison, donc en autonomie, qui est un enjeu un petit peu fort du territoire en ce moment. Et enfin, l'idée aussi de rediriger les gens vers de la rencontre et vers des acteurs, dont soit des organismes comme le CPIE, par exemple, qui proposent aussi des visites, soit par des prestataires de loisirs de pleine nature, que nous on valorise parce qu'ils sont engagés, en fait il y a un partenariat avec nous pour qu'ils s'engagent dans des bonnes pratiques dans les milieux naturels et donc nous après on a envie de les valoriser aussi, de rediriger les visiteurs vers eux. Donc il y avait vraiment cette double entrée sensibilisation nature et offre touristique et donc c'est pour ça on a un peu commencé à se demander en quoi les outils numériques de manière générale pouvaient répondre à ces différents enjeux. Et sans savoir trop au début quelle forme ça pourrait prendre, il y avait un peu la vague du géocaching aussi. Donc on a un peu réfléchi à ça et on a essayé de chercher un peu ce qui existait. Donc il y a pas mal de solutions qui existent et qui permettent de répondre à ces enjeux-là. Et c'est vrai que l'aspect gamification, comme je vous disais, ça permet de toucher un public qui n'est pas forcément habitué et de les attirer un petit peu par cette porte d'entrée jeu
dans la sensibilisation et de toucher aussi par différents niveaux de lecture, à la fois des enfants et des adultes. Donc si c'est fait, si c'est réfléchi de manière pertinente là-dessus. Donc voilà, et ce qui nous a fait vraiment nous lancer, c'était une opportunité aussi de financement de la région Bretagne via la démarche site d'exception qui permettait de financer le projet à 70%. Donc ça a été un petit peu aussi le moteur quand même qui nous a fait vraiment sauter le pas. Oui, c'est important le financement. Ouais. Ça coûte combien un projet de gamification comme ça pour Belle-Île ? Là, ce projet, il a coûté 40 000 euros. Oui, donc c'est quand même c'est un investissement. Plus des petits frais de fonctionnement, fonctionnement annuel de maintenance. Oui, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Et qu'est-ce que je... Oui, c'est un projet évidemment assez lourd. En termes de calendrier, il s'est écoulé combien de temps entre le moment où vous avez décidé de vous lancer et le moment où l'application est sortie ? C'est des projets longs, ça, ou pas ? Oui, où on a décidé de se lancer, c'était donc printemps 2020. Oui. Donc après, il y a eu un gros travail préalable de notre part d'essayer de choisir où on avait envie d'emmener les gens, qu'est-ce qu'on voulait leur raconter, les thématiques, d'avoir un peu de contenu déjà préalable, d'images, d'archives. Donc ça a pris quelques mois déjà. Et donc après, vraiment, le lancement du développement après le choix du prestataire, ça s'est fait début d'année 2021 pour l'application qui est sortie en août 2021. Donc voilà, un peu plus d'un an quand même entre le début de la réflexion et la sortie de l'application. Oui, ça prend du temps forcément. Alors, vous avez travaillé avec Territorium, avec Aurélien, on va y revenir. Qu'est-ce qui vous a dirigé vers Territorium ? Alors l'objectif, c'est pas de faire la publicité de Territorium, mais juste de montrer quelles sont les clés, qui vous ont permis de choisir Territorium. Oui, donc dans notre petite étude préalable de ce qui existait, on était tombé sur Territorium via l'application Time Travel qui a été développée dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et en fait, ce qui nous a plu, c'était plutôt l'approche globale, c'est-à-dire que c'est une application qui est vraiment partie de zéro, qui est complètement originale et qui a été construite avec nous en fonction de nos enjeux et en fonction du territoire. Il n'y avait pas vraiment de forme préconçue, ça a été vraiment tout imaginé ensemble. Et Aurélien a passé notamment deux fois une semaine sur le territoire à faire du terrain, à rencontrer des personnes ressources, à refaire tout un travail de biblio, de recherche documentaire, de recherche d'images, d'archives, et à se poser la question sur chaque point où on voulait emmener les gens, qu'est-ce qu'on raconte, comment on le raconte, et essayer de réfléchir ça de manière à ce que l'application soit vraiment en complémentarité au service de l'interprétation du paysage et pas emmener les gens en espace naturel et qu'ils soient en train de lire un gros pavé sur leur téléphone. En fait, il y a vraiment une grosse réflexion de comment rendre ça pertinent et de ne pas en faire juste un gadget avec des petits modules. Il y a plein de modules qui existent de jeux, de réalité augmentée, mais de se servir de ça vraiment au service de l'interprétation du territoire et de la sensibilisation. Donc c'est vraiment cette approche-là qui nous a plu. Ouais, ça c'est vraiment un élément important, c'est que si on veut faire ressortir la singularité d'un territoire, justement, faut peut-être éviter de prendre des solutions un peu existantes et essayer de les plaquer sur ce qu'on veut faire. C'est peut-être pas l'idéal, en effet, si on veut faire ressortir cette unicité du territoire. Alors rien de tel que l'image, évidemment, pour voir à quoi ça ressemble. On va regarder un petit film de 2 minutes 30, je crois, Aurélien. On va reconnaître votre voix, d'ailleurs, en commentaire sur ce petit film. On regarde, on écoute et on reprend avec vous, Aurélien, après le petit film. Il va se lancer en images. On pose le décor dès l'ouverture avec un appel vidéo où le grand maître de l'ordre du pouce-pied nous apprend que Belle-Île est en danger et que nous allons devoir remplir différentes missions pour lui venir en aide et gagner de super cadeaux. Apparaît alors l'interface principale de l'application qui prend la forme d'une vue d'artiste, une cartographie d'émissions dont les lanceurs sont initialement grisés pour montrer les missions restantes à effectuer. Au clic sur un lanceur, on accède à la fiche mission qui nous permet de télécharger son contenu pour une découverte sans réseau et nous donne des informations pratiques comme les objectifs et le temps de la mission, les activités à effectuer à proximité et les bonnes pratiques à adopter in situ.
Une fois le contenu téléchargé, on peut accéder à la cartographie interactive. C'est le véritable support de guidage dont le fond de carte a été réalisé sur mesure et fonctionne avec le moteur natif du périphérique. À l'approche d'un point d'interaction, celui-ci se déclenche automatiquement. L'accès au contenu est parfois bloqué par un code ou une énigme dont la réponse se trouve cachée dans le paysage qui nous entoure. Les contenus sont multiples, des images d'archives, des crayonnés, des animations, le tout présenté textuellement avec un doublage audio. De nombreux personnages, membres de l'Ordre du Pouce-Pied, vont également intervenir pour nous aider et nous questionner tout au long de la mission. Certains personnages historiques sont également convoqués. Nous justifions scénaristiquement et graphiquement les anachronismes, ici avec une Sarah Bernhardt qui intervient par le truchement de rouleaux de cire et un jeu d'ombre chinoise. Des vues à 360 degrés en réalité substituée nous permettent de fournir des grilles de lecture très dynamiques car pleinement calées sur la réalité in situ et donc d'ouvrir également des fenêtres sur le passé pour prendre part à un événement historique ou découvrir un édifice aujourd'hui disparu. Le tout est émaillé de modules ludiques qui permettent de valider les acquis en cours et à l'issue de la mission. Leur approche ergonomique est simple et permet de traiter toute forme de thématique ou de problématique sans nécessité de didacticiel comme l'ensemble du dispositif du reste. Enfin, une fois l'épreuve finale remportée et la mission validée, nous recevons un badge virtuel qui vient s'ajouter à la carte des missions et c'est en présentant un certain nombre de badges en maison de site que l'utilisateur obtient les super cadeaux promis en introduction. Super film. Là, on voit très clairement de quoi il s'agit. Aurélien, si on veut faire toute l'émission, l'ensemble des missions, ça prend combien de temps, là ? On a 12 missions. Ouais. On a 10 missions courtes entre un quart d'heure et 20 et 45 minutes. Pardon, entre 20 et 45 minutes sur les 10 missions courtes et entre 1h30 et 2h sur les 2 missions longues. D'accord. En sachant qu'à la base, on a été mandaté pour créer un parcours île. Donc les 10 missions courtes en fait étaient envisagées comme des points d'intérêt d'un parcours île global. Mais en fait, confronté à sur le papier, le concept est intéressant. Dans les faits et dans la pratique, on se rend compte que l'usage diffère. Et on n'aurait pas collé à la pratique in situ. Donc on a préféré créer 10 missions qu'on peut effectuer de manière unitaire, avec un début, une fin, proposer vraiment une expérience à chaque fois. On peut en faire 1, 2, 3. C'est à la carte. C'est à la carte. Ça c'est bien ça. On a très bien vu, Aurélien, dans ce film, la dimension ludique d'une telle application. C'est évidemment la nature même de ce type d'outil. C'est aussi un peu sa difficulté, forcément. Comment faire en sorte que le jeu permette de valoriser le territoire sans le dénaturer, sans le caricaturer? Ça, c'est une vraie difficulté. Alors, c'est une vraie difficulté si on arrive avec des idées préconçues et des solutions existantes. Nous, il se trouve que notre parti pris, c'est de partir du local. Concrètement, on vient sur le territoire, on n'a pas de solution propriétaire, donc qu'est-ce qu'on doit valoriser? Un état des lieux d'existant, des déplacements sur place, des pages et des pages de bibliographie scientifique. Autant vous dire que j'étais pas du tout au fait des caractéristiques de l'Obion, des cormorans, ce genre de choses avant d'aller sur Belle-Île. Donc énormément de savoir à ingérer, de personnes ressources à consulter, à intégrer. Vraiment aussi une intégration forte de ce qu'attend le territoire et ce qu'attendent les acteurs du territoire dès les prémices du projet. Et en fait, c'est vraiment notre base de travail. Ensuite, là-dessus, on va dire que le premier pilier, c'est le local. Le second, ce serait l'aspect développé de zéro et dédié. Du coup, n'ayant pas de solution propriétaire, on développe tout à dessein. Pour servir un propos. Parfois, des collectivités nous contactent ou lors des procédures d'appel d'offres, on a des
des tableaux, des BPU à remplir, ce genre de choses, avec une approche bête et méchante quantitative. Combien vous mettez de panoramas à 360, combien vous mettez de vidéos pour tel prix. Peut-être que le panorama à 360, il n'est pas adapté, il n'est pas nécessaire. Ouais, donc, nous, on part du principe qu'on préfère ne pas donner de chiffres quantifiables, mais de choisir à chaque fois le média adapté. Donc là, c'est l'approche dédiée. Et là, le troisième point, c'est l'intelligence. On est là pour apprendre en jouant. Du coup, comment dire, les jeux doivent servir un propos. Tout module interactif doit servir un propos. Le gadget technologique pour le gadget technologique, juste pour jouer sans sens, sans que ça fasse sens pour le territoire, pour nous, c'est vraiment à proscrire. Et à chaque fois, on a une logique de progression. C'est ce qu'on voit dans la petite vidéo, c'est que les jeux sont là pour valider les acquis en fin d'expérience, mais ils sont là aussi au cours de l'expérience pour questionner, pour favoriser le regard. Le but étant pas de créer une vague de personnes qui auront les yeux rivés sur leur écran et qui lèveront pas la tête, quoi. Donc l'accès, dans le cadre de Belle-Île, l'accès aux caches documentaires qui nous apportent des grilles de lecture du paysage et du patrimoine qui nous entoure, sont bloqués par des codes où on est obligé d'être sur place pour les débloquer, pour avoir accès au contenu. C'est justement une personne qui téléchargerait l'application pour se dire « Ah, il y a une application qui existe sur Belle-Île mais qui n'est pas sur place », elle sera déçue. Évidemment. Parce que l'application est conçue comme un support de visite et de découverte in situ. Lionel Terrail, on va poursuivre sur cette idée du contenant au service du contenu. Je disais en introduction que vous aviez eu, vous, plusieurs expériences de gamification, dont l'une s'appelait Rewild, je crois. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots de quoi il s'agissait déjà ? Oui, alors c'était il y a une dizaine d'années, en fait, les professionnels de la montagne ont fait le constat que les jeunes avaient tendance à déserter la montagne, qu'elle avait perdu en attractivité, et ça posait un vrai problème de renouvellement des clientèles. C'est une question que d'ailleurs les acteurs du ski se posent depuis 2-3 ans et en ont fait pas dans les médias. Et donc, il y a une dizaine d'années, on partait un petit peu tous azimuts et est venu, on avait effectivement aussi ces jeux qui commençaient à arriver dans l'univers du tourisme. À travers le géocaching, effectivement. Et donc, il y a eu un certain nombre d'expérimentations qui ont été menées dans les Alpes pour voir comment le jeu pouvait être un outil d'attractivité pour les territoires alpins avec une notion d'itinérance, c'est-à-dire de déambuler d'un point A à un point B avec un jeu comme fil conducteur. Et donc après plusieurs expériences est arrivé ce projet Rewild qui a été conçu d'abord comme une expérimentation avec 4 parcs naturels régionaux et une structure qui a joué un rôle de coordinateur qui s'appelait l'association Grande Traversée des Alpes. Et donc on est arrivé sur ce jeu avec très peu de certitude et simplement donc on est sur un principe de ARG, jeu en réalité alternée. Et en fait c'est un concept donc où on a une partie de jeu qui se déroule dans un univers de jeux vidéo et donc d'ordinateur devant un écran, et puis une partie de jeu qui se déroule en extérieur. Et donc on a construit un scénario. Alors on va peut-être une petite vidéo qu'on appelle le Rabbit Hole, pardonnez mon anglais, qui permet de rentrer dans l'univers, et donc je vous propose de la regarder. Alors on va la regarder, si elle a été bien calée, on y va. Arrête de filmer, sale pervers là. Ça va être interdit au moins de 18 ans après. Allez venez là, faites pas les timides. Elle est super bonne. Quoi ce truc? Quoi? Oh, film, c'est énorme, c'est quoi ça? Vas-y, tu filmes. Thomas, fais gaffe! Mathis, ça revenait! Vous avez vu ça?
Vas-y, sortez de l'eau! Voilà, donc vidéo qui est construite alors sur les codes de l'époque, on est il y a 10 ans, il y a 10 ans. Je vous rappelle, TikTok n'existait pas, Facebook balbutiait, donc voilà, on était sur des codes qui sont évidemment datés, mais qui malgré tout une certaine viralité, et donc à partir de là démarre une intrigue qui va mener donc les utilisateurs et les jeunes, puisque c'était on a compris, c'est vraiment ciblé sur un public jeune, dans les parcs naturels pour avancer dans un jeu virtuel grâce à une série de résolutions d'énigmes qui se font in situ et basées sur, comme Aurélien vient de le dire, sur l'observation du paysage, de l'environnement. Donc on avait 18 parcours de jeu sur 4 parcs naturels régionaux et les villes au pied dans les vallées alpines. Ces 18 parcours de jeu donc, étaient déclinés évidemment sur des thématiques qui étaient très fortes par rapport aux différents territoires. Et puis après on avait tout un univers autour, alors à la limite de l'ésotérisme, avec des personnages qui ont été créés, qui avaient leur propre compte sur les réseaux sociaux, qui animés et qui donnaient rendez-vous à tel ou tel endroit, tel ou tel jour. Et donc tout ça ponctué d'événements aussi pour dynamiser le jeu et créer une attractivité auprès d'un public, d'une cible très volatile. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, Lionel. C'est vrai que Mélanie et Aurélien nous ont bien dit, l'appli de Belle-Île s'adresse aux jeunes, mais aussi à leurs parents. C'est ce public en totalité qu'il faut essayer de toucher. Le fait que votre appli, enfin cette appli Rewild, ne s'adresse qu'aux jeunes, c'était déjà un écueil qu'il faudrait éviter aujourd'hui ou pas ? Oui, dans le sens où alors, les codes, évidemment, scénaristiques, on le voit, ça c'est une vidéo qui va évidemment interpeller des jeunes, qui n'interpellera pas des familles. Donc il y a des choix à faire, mais moi il me semble, en tout cas avec le recul, que la cible était vraiment volatile et finalement assez restreinte pour un est très difficile à capter dans le cadre d'un projet comme celui-là. Je dois préciser d'ailleurs que l'appli en elle-même n'est arrivée qu'en année 2. L'année 1, on avait seulement des roadbooks papier. D'accord. Mais l'appli n'a pas généré plus de joueurs. Elle était un média différent, mais ça n'a pas été une clé pour avoir plus de joueurs ou plus de trafic sur les différents parcours. Bon, encore une fois, c'était il y a presque une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, il faudrait revoir avec les usages actuels. Alors vous avez déjà un peu d'expérience, un peu de recul sur ce type d'outils. J'aimerais qu'on continue de parler sur les leviers qui permettent de créer une vraie expérience avec ce type d'appli. Quelles sont pour vous les clés qui vont vraiment immerger les visiteurs dans la découverte du territoire ? Qu'est-ce qui permet vraiment cette découverte selon vous ? Je pense que, exactement comme Belle-Île, c'est que le jeu révèle le territoire. On soit sur quelque chose qui soit vraiment ancré. Quand on résout une énigme, elle est attachée à un produit du terroir, elle est attachée à un contexte. On était au pied du massif du Vercors, donc évidemment, on avait des liens historiques avec la résistance, mais pas que. Et puis, ensuite, nous, alors il y avait cette volonté de faire bouger. Donc, on avait tout un volet mobilité qui était important, avec la mobilisation des transports en commun de l'agglomération grenobloise notamment pour permettre un accès au point de départ des jeux, avec des loueurs de vélos pour que aller d'un point à un autre, ça puisse se faire rapidement grâce au vélo et donc augmenter la possibilité pour les joueurs d'aller plus vite dans le jeu, des passages en randonnée, etc. Donc voilà, s'accrocher vraiment au territoire. Et puis l'autre point, c'est l'intelligence collective. Et là, on s'est appuyé sur des ressources locales, des personnes des chargés de mission qui sont dans les parcs, qui sont au contact à la fois des sociopros, des élus et de l'écosystème, et qui sont les meilleurs ambassadeurs finalement de la solution, que ce soit auprès des prescripteurs que sont les pros, que auprès de leurs élus qui aussi financent le projet. On est sur 3 ans, on a une enveloppe de plus de 300 000 euros hors temps de travail
sur un projet comme celui-là, c'est colossal. Oui, évidemment, oui. Mélanie, Lionel parle d'intelligence collective. On a beaucoup aussi évoqué la nécessité d'impliquer les habitants dans les projets touristiques. Est-ce que ce type d'application permet d'impliquer les habitants? Est-ce que vous l'avez fait avec les locaux ou pas? Alors nous, dans le développement, vraiment, c'était plutôt impliquer les habitants, mais via les associations locales, en fait. Oui, Comme la Société historique, par exemple, dans tous nos points, il y a toujours une petite thématique espace naturel mêlée à des éléments historiques du paysage, comme les phares, les blocos, etc. Donc ça a été un gros travail en concertation avec la Société historique pour être sûr de donner les bonnes informations et puis avoir aussi leur vision, leurs conseils. On a aussi intégré il y a un archéologue sur l'île qui a fait un peu de terrain avec nous, qui a participé à faire des illustrations, etc. Le CPIE aussi, qui a imaginé le circuit. Aurélien disait qu'il y a des circuits de 2 heures et des petites missions. Le CPIE a créé le circuit de 2 heures à Port-Coton, par exemple. Et donc ça, c'était important en termes d'appropriation du projet sur le territoire. Et après, de relais aussi, c'est-à-dire que les gens qui ont été intégrés à la création, après, sont justement plus à même de communiquer sur l'outil auprès de leurs usagers aussi. Donc c'était important de faire ça. Oui. Sur les clés de succès, Aurélien, est-ce qu'il y a autre chose qui vous vient à l'esprit? Ne pas oublier les bons conseils, je dirais, quand on fait ce type d'application? Il faut surtout pas oublier que c'est pas des outils de communication en soi. C'est des produits, en tout cas tels qu'on les conçoit, ce sont des produits de visite, des produits d'interprétation. Et comme tout produit d'interprétation, si on communique pas dessus, il sera pas utilisé, il sera pas téléchargé. Surtout quand on connaît les mécanismes de fonctionnement des stores d'Apple et de Google. Outre l'enveloppe, et c'est c'est souvent l'écueil au niveau des collectivités publiques, outre l'enveloppe de subventions qui couvre la création de l'outil, il faut penser à budgétiser sa communication. Et pour communiquer intelligemment dessus, il faut considérer que la communication initiale est un premier pas dans l'expérience. Il faut vraiment créer un univers unifié. La porte d'entrée dans l'univers scénaristique se fait dès le premier support de communication. Si vous communiquez sur le fait qu'il y a une application pour visiter, alors que l'application elle est ultra scénarisée, comme à Belle-Île où il faut rejoindre l'ordre du pouce-pied, ou Time Travel où il faut devenir un héros du temps, on a loupé la chose. Ouais. Alors là, vous me devancez parce qu'on va aborder en effet les écueils d'une telle application. La gamification est un marché encore assez récent, donc on apprend en avançant, mais on commence à avoir une idée quand même assez précise de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut essayer d'éviter. Ludivine Selin, j'aimerais avoir votre point de vue de territoire, de grand territoire évidemment, puisque je le rappelle, vous travaillez au sein de Pas-de-Calais Tourisme. Vous avez, je crois, un regard assez critique sur ces outils de gamification pour les visiteurs. On parlera dans un deuxième temps du côté formation, mais déjà sur cet aspect des choses pour les visiteurs, je crois que vous êtes assez sévère quand même. Assez sévère, pas forcément, c'est surtout... comme on a dit, la gamification, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, parce que c'est un investissement déjà budgétaire, c'est aussi un investissement humain. C'est aussi de savoir si on est prêt à le faire. Je pense qu'à Belle-Île, il y a eu cette réflexion aussi de savoir si vous étiez prêt à sauter le pas, parce que derrière, c'est une organisation, c'est aussi mener le projet avec le territoire. Aujourd'hui, nous, sur la destination, à un moment donné, il y a eu cette question. Quand on a commencé à parler de gamifier la destination, tout ça. Nous, on a eu cette réflexion en interne. Est-ce que on fait un outil de gamification grand public? Est-ce que ça va attirer plus de visiteurs? Est-ce que demain, si on gamifie toute la destination, on en fait un jeu, est-ce que les visiteurs vont venir? Est-ce que c'est le bon format?
Après plusieurs discussions et réflexions là-dessus, et surtout, voilà, on a un peu benchmarké ce qui se faisait. Clairement, en benchmarkant, on se rend compte que si on veut vraiment gamifier surtout une destination qui fait 100 km de long, c'est un investissement. Donc déjà, Vous l'avez évalué à combien cet investissement? L'investissement, on a comparé par rapport à des justement notre référent et enfin notre exemple, c'est la gamification qui s'est fait au Japon. Ouais. Donc avec une société qui s'appelle Moment Factory. Ouais. Qui a gamifié des îles au Japon, qui a gamifié le château d'Osaka, donc vraiment qui gamifie des grands espaces. Et on n'est pas que sur une application, mais aussi sur de la gamification de territoire. Parce qu'on parle à la fois de gamification, mais aujourd'hui il y a différents types de gamification. On a de la gamification de destination via une application. On a de la gamification immersive qu'on peut avoir dans des équipements culturels ou dans d'autres équipements, donc en intérieur. Et on a aussi de la gamification d'espaces extérieurs. Et donc, Moment Factory, eux, font de la gamification d'espaces extérieurs. Donc, nous, c'est cette question-là qu'on s'est posée. Aujourd'hui, c'est des investissements qui sont quand même à 1 million, si on veut gamifier l'espace avec le contenu. Parce que ce qu'il faut prendre en considération, c'est toute la narration. Il y a un gros travail là-dessus. Et donc, du coup, c'est poser la question, OK, gamifier de l'espace en extérieur, il faut le matériel, il faut réfléchir au contenu. Donc, quel imaginaire on va présenter au public? Qu'est-ce que le public attend aussi quand on arrive sur la destination? Est-ce qu'elle a envie de jouer? Est-ce qu'elle a envie d'être dans un espace immersif? Est-ce qu'on a besoin de ça pour valoriser la destination? Enfin, c'est ces questions-là aussi qu'il faut se poser. Donc, il y a déjà eu cette réflexion. Et après, il y a la question aussi, bon, on ne veut pas gamifier toute la destination dans de l'espace, mais de gamifier en application. Et là, c'est posé aussi la question aussi de l'investissement, du coût, aussi de la maintenance, parce qu'il y a une maintenance de ces applications. Donc, voilà, on se rend compte qu'aussi, c'est de l'investissement, du temps, c'est de l'humain. Et ça, nous, moi, j'étais quand même assez sceptique à me dire, mais est-ce que c'est vraiment ça que les gens attendent quand ils viennent chez nous? Est-ce qu'on a assez de recul pour se dire, mais on va sauter le pas, on va investir, parce que quand même, c'est un budget, même pour une communauté d'agglomération, pour une région, pour un département. Et puis, c'est surtout d'avoir le retour sur investissement. Donc, c'est quand même une grosse prise de risque. Donc, moi, clairement, aujourd'hui, nous, c'est pas on n'a pas pris on n'est pas parti dans cette direction, parce que aujourd'hui, on a encore beaucoup de choses à faire sur la destination, en termes de développement, de développer de l'expérience. Aujourd'hui, on peut développer de l'expérience qui peut être autre que de la gamification. On a eu des retours d'expérience aussi, clairement, d'équipements qui nous ont sollicité, donc des équipements de la destination autour du Louvre-Lens, qui nous ont sollicité en disant, bon voilà, nous ce qu'on veut, on veut faire un espace immersif, je vous le dis clairement, voilà, on veut faire de l'espace immersif, on veut mettre du casque, réalité virtuelle, on y va, les visiteurs de moins vont arriver dans le musée ou dans un site, un site culturel, vont arriver, on va leur mettre un casque et allez, c'est l'immersion, on est innovant, nouvelle technologie, nouvelle offre, tout va bien, et on va attirer du visiteur, on va avoir 1 million demain de visiteurs, je vous caricature un peu les choses. Et donc du coup, vous vous dites, ok, on va poser un peu les choses, on va se faire un peu une session de travail et puis un peu réfléchir, et puis de là, on veut la dernière techno. Ok, vous voulez la dernière techno, mais laquelle? Bon, celle-là. Ok, mais vous savez que dans 6 mois, il y en aura une nouvelle qui va sortir. Ok. Et vous voulez raconter quoi dans cet espace immersif? Qu'est-ce que vous voulez? On va un espace immersif. Oui, ok, mais on va raconter quelque chose quand même. Le but, c'est quand même de raconter quelque chose. C'est quoi le contenu? Donc déjà là, c'est la première question. Après, c'est quoi l'objectif? Donc, pour qui? Enfin, c'est des questions simples, parce que la gamification, c'est aussi comme tout autre projet, où on se pose des questions. C'est complexe. Pour qui, pourquoi, comment, et puis aussi l'enveloppe budgétaire. Donc, arrive après l'enveloppe budgétaire. Non, mais nous, on veut cette techno. Ouais, mais ok, vous savez que chaque technologie a un coût différent, et puis on peut pas dire, voilà, on met une techno. Enfin,
C'est de savoir déjà qu'est-ce que vous voulez et après on mettra en place la technologie la mieux adaptée. Et après c'est de se dire mais vous savez que derrière il y a une maintenance aussi. Est-ce que vous avez le staff pour faire la maintenance? Et après il faudra aussi renouveler l'équipement. Donc c'est un investissement, c'est à long terme et c'est aussi un investissement annuel. Et ça vous vous rendez compte que ils ne se rendent pas compte de tout ça. Donc on va gamifier, mais gamifier, oui, ok, c'est un investissement, quoi. C'est pas qu'un investissement sur du one shot. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous dites, compte tenu de l'investissement, il y a encore trop d'incertitudes. L'incertitude, quand vous êtes quand même sur des enveloppes où vous savez que, là je vous donne un exemple concret, on a carrément été sollicité par une communauté d'agglomération pour faire de l'immersif. Oui, on veut faire un super truc. On a été clair, moi et ma direction. Ok, vous voulez faire un super truc, vous voulez que ça en jette et tout. On peut tout vous faire. On peut vous faire une application qui peut à la fois coûter 10 000 € jusqu'à une immersion en espace ouvert à 1 million. Qu'est-ce que vous voulez? Et ça a un coût. Donc c'est surtout ça qu'il faut prendre en considération. Donc et après c'est surtout ce que je vous dis, c'est le retour sur investissement, quoi. Parce que qui pour l'instant ne vous paraît pas très clair. C'est pas très clair. Puis c'est surtout qu'il faut vraiment mesurer les choses et puis se poser les bonnes questions et de savoir l'impact qu'on veut aussi, quoi. Parce que ça peut être un outil à la fois pour attirer, mais ça peut être aussi un outil pour communiquer sur une destination. Donc c'est de savoir aussi les objectifs qu'on met derrière. Aurélien et Lionel, j'ai envie de vous faire réagir là-dessus. Est-ce que vous entendez ces critiques? Qu'est-ce que vous en pensez? Aurélien? Je ne peux qu'être d'accord avec ces critiques en l'occurrence. Gamifier pour gamifier, ça n'a aucun sens. Ça rejoint exactement ce qu'on présentait à mon sens avec Mélanie. Le fait est que la techno pour la techno, ça ne sert à rien. L'application, dans le cadre d'une application mobile ou d'un espace immersif avec des masques de réalité virtuelle, c'est un vecteur. Et ça n'est qu'un vecteur, ça n'est pas une fin en soi. Et peut-être que le vecteur le plus adapté à une situation donnée, c'est le papier. Nous, en l'occurrence, on crée aussi des supports papier, parce que là, dernièrement, on a créé les topos vélos de l'agglomération grenobloise. Alors oui, on peut le faire sous forme d'application, mais qui a aujourd'hui un support pour téléphone sur le guidon de son vélo, qui peut permettre vraiment d'avoir un intérêt à avoir un guidage numérique. Peu de monde. Au final, le support papier, on le prend, si la carte est bien pensée, que le contenu est suffisamment... est bien pensé également. Voilà, c'est un support pour chaque usage. L'outil numérique, oui, si on en tire pleinement parti et si on s'appuie sur des solutions robustes et pas juste pour envoyer de la poudre aux yeux, quoi. Lionel, sur cette question du retour sur investissement et qui semble encore très vague compte tenu du coût. Oui, ça rejoint la question des objectifs. C'est quels objectifs on se donne. Alors Aurélien disait ce ne sont pas des supports de communication. Je suis entièrement d'accord. Quand on développe un projet aussi dense et aussi impliquant pour tout un territoire et tous les acteurs qui vont graviter autour, non, ça ne peut pas être qu'un support de communication. On peut utiliser la gamification comme support de communication. Nous, Rewald, ça a cartonné auprès de la presse. Vraiment, on a eu des retombées presse qu'on n'imaginait pas avoir avec des grands médias, etc. Mais derrière, on n'a pas su à la fois capitaliser là-dessus pour donner la pérennité au projet. Donc, soit on le pense comme une opération de com, et auquel cas on le calibre comme une opération de com. Au lieu d'acheter la 4e de couve de Paris Match, on fait une opération de gamification et on communique autour. Voilà, très bien, on reste dans des budgets raisonnables d'une opération de communication. Soit on se lance dans un vrai projet, mais un vrai projet sur le long terme, avec tout ce qu'on a déjà dit de mise à jour, etc. Et de mise à jour, de maintenance, de renouvellement des parcours, etc. pour apporter de la nouveauté. Bien sûr. Et on cherche un retour sur investissement à la fois quanti, mais surtout quali, à travers alors les retours,
les reviews sur les stores et tout ça, mais aussi l'implication qu'on va faire avec la population et avec différents acteurs sur un projet touristique qui a vraiment du sens. Donc, il ne faut pas le voir comme un retour sur investissement sonnant et trébuchant. C'est un peu ce matin, je m'étais formulé une question sur les objectifs quanti et quali. C'est oui, le quanti, c'est entre guillemets facile, mais le quali dans le tourisme a son importance et les enjeux qu'on mesure là sur l'avenir du tourisme, on va avoir besoin de qualité parce que la quantité, elle sera de moins en moins là, très clairement. Moi, je suis convaincu que ces outils sont vraiment très bons pour mettre en valeur un territoire. Il faut qu'ils touchent leur cible et il faut qu'ils soient calibrés à l'aune des moyens disponibles du commanditaire. Ça c'est important. Oui, Aurélien. Juste pour relativiser aussi l'aspect approche budgétaire, je ne sais pas ce qu'on a pour 1 million. J'ai jamais eu ça vous paraît fou l'opportunité de travailler sur un projet à 1 million, ce serait top. Dans le cadre de Belle-Île, on peut aussi voir les choses différemment. On peut se dire que pour 40 000 €, on a 12 sentiers d'interprétation. Donc ça fait 3 250 € par sentier, sans empreinte physique, étant donné qu'on a quand même une grosse problématique sur Belle-Île au niveau de l'impact paysager, et que 3 250 € par sentier d'interprétation avec l'intégralité des contenus doublés à l'audio, la vidéo. Ça paraît très raisonnable. Des modules ludiques, des 360 avec... Oui. Voilà. Mais c'est surtout que ça a été vraiment réfléchi vraiment en amont. Vous avez posé toutes les choses sur la table. Vous avez eu quand même plusieurs réflexions. Je veux dire, voilà, c'est aussi... il y avait cette enveloppe budgétaire, mais il y a aussi derrière, vous avez vraiment travaillé sur la matière et ce qui allait être transformé. Aujourd'hui, c'est ça qui manque. C'est aujourd'hui de se dire, mais quand on gamifie, il y a vraiment toutes ces questions-là à se poser en amont avant de dire, voilà, on va gamifier. Là, je pense qu'il y avait vraiment un vrai questionnement. À Belle-Île, voilà, il y avait toutes ces questions-là. D'où l'écueil à éviter des solutions standards, voilà, des fameuses solutions standardisées. Il y en a beaucoup, ça, Aurélien, aujourd'hui, de ces solutions-là, qui ont un tarif assez abordable, d'ailleurs, évidemment, qui se défendent grâce à ce tarif-là, mais comme le dit Ludivine, là, ça ne répond pas à nos questions, là. Oui, et c'est surtout que sur les solutions standardisées, il faut bien voir ce qu'on a. Souvent, ça rejoint un petit peu il y a une mécompréhension sur ces outils. Ce pas des outils de communication. Et en fait, il faut faire la distinction entre une application d'information touristique et une application d'interprétation patrimoniale en situation de mobilité. L'information touristique, c'est potentiellement standardisable. Je branche via une API ma base citée avec un agenda des événements et un annuaire des prestataires locaux. Et à la limite, je mets le logo de mon territoire, ça peut faire le job. Quand lors de la table ronde de ce matin, on a parlé beaucoup de valeurs, d'identité. Si on veut se servir de l'application comme un vecteur de ces valeurs et cette identité du territoire, les solutions standardisées, de mon point de vue, sont moins adaptées, et c'est surtout que sur les solutions standardisées, ça pose la question de est-ce que tout est standardisable, est-ce que tout est start-upable, et potentiellement oui. Est-ce souhaitable? Ça, c'est autre chose. Mélanie, vous avez lancé cette application l'été dernier. On parle de retour sur investissement. Quel retour vous en faites de cette application aujourd'hui ? Alors c'est vrai que par rapport au retour sur investissement, l'objectif n'était pas de base d'en faire un truc rentable. On savait très bien que c'est un investissement, et c'est vrai que parfois ça peut être dur à faire accepter. L'acceptabilité au niveau des élus et du territoire, pour des gens qui connaissent pas du tout l'outil, qui s'en servent pas forcément, ça peut être un truc de un jeune. peu lourd, et sachant qu'en plus derrière c'est une application qui est gratuite, donc voilà. C'est ça, financièrement, clairement, il n'y a pas de gain
particulier, même si on essaye c'était une volonté aussi de la région d'essayer de faire du lien avec les acteurs locaux comme les prestataires de loisirs, et donc potentiellement d'engendrer des retombées économiques, mais ça c'est très dur à quantifier. Donc l'idée là vraiment c'est effectivement le retour plus qualitatif, et là on propose une nouvelle activité, et donc il faut que ça intéresse les gens et donc les familles. Donc pour l'instant c'est vrai que l'application est sortie en plein mois d'août. Donc on a perdu un peu le début de la saison aussi. Donc on commence à avoir quelques retours sur les stores et quelques bons commentaires. Donc les commentaires qu'on a eus en tout cas étaient très positifs, très encourageants. Et donc là, l'enjeu, comme vous disiez, c'était maintenant qu'elle est sortie, il faut la faire vivre et il faut communiquer vraiment dessus pour en faire quelque chose de pérenne. Et après, on a aussi pensé le truc avec Aurélien pour que ce soit évolutif, et si plus tard on a envie de rajouter des circuits, c'est possible, ou de faire une traduction en anglais, pour que ce soit quand même un peu vivant. Et donc là, je pense que le bilan, on pourra le faire peut-être plus à la fin de cette année-là, à la fin de cette saison. Mais en tout cas, l'enjeu, là, ça va être d'impliquer un peu tout le monde dans la communication, en particulier l'Office du tourisme, qui est quand même le principal vecteur. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident, parce que dans l'absolu, on aimerait qu'ils communiquent que sur ça tout le temps. Évidemment. Et de mettre des panneaux géants de mètres sur 4 partout pour la rendre visible, mais il faut un peu s'adapter à ça aussi. Donc, voilà. Mais en tout cas, on s'y met. Lionel, oui, je vais rajouter une chose, c'est qu'il y a aussi un piège avec ces outils-là, dans la mesure. On a des datas sur à peu près toutes les pages et les temps de lecture de chaque page et de chaque parcours, etc. Enfin, on peut pousser très très loin l'analyse de ces outils-là. Quand on installe un parcours d'orientation plus classique ou d'interprétation plus classique avec des panneaux, etc., on ne va pas forcément mettre un éco-compteur sur le parcours. On ne va pas forcément mesurer le temps que chaque randonneur ou visiteur passe devant chaque panneau à lire le contenu qu'il y a dessus. Donc je pense qu'on a une exigence aussi, en tout cas les financeurs et les commanditaires ont une exigence beaucoup plus importante avec ce type d'outils-là qu'ils ne l'ont avec des outils qui sont physiques finalement, dans lesquels en plus ils ont peut-être plus de facilité à s'impliquer, parce que il y a des logos, il y a une inauguration avec une jolie photo dans la presse, donc c'est plus facile pour eux de se les approprier, les caricatures, mais on en est quand même beaucoup là encore dans de nombreuses régions. Donc attention au piège aussi de ce type d'outils et dans l'analyse qu'on peut en faire. Un autre piège, moi j'ai une question de vieux, on parle de déconnexion, on se retrouve en famille, en vacances, est-ce qu'on a envie de se retrouver le nez sur un téléphone ? C'est très subjectif. C'est très subjectif. C'est très subjectif. Je pense que quand l'outil est bien fait, il peut être vraiment alors presque au contraire une carotte pour une famille avec des enfants qui sont en âge de comprendre les messages qu'on veut leur transmettre. Ça peut être un vrai outil d'attraction pour aller promener, etc. Enfin, le géocaching, c'est beaucoup construit avec les familles sur cet esprit-là, d'avoir une carotte au bout de la balade. Je pense vraiment que derrière le côté déconnexion, il y a aussi là plusieurs tendances. On se déconnecte, mais bon... on se déconnecte de Facebook une semaine, on y revient, on coupe les mails du boulot, on fait déjà une bonne cure de déconnexion, mais on garde son téléphone pas loin, et quand c'est fait, en plus, là c'est sans connexion, c'est dans une immersion dans le territoire, avec en plus... c'est de la, entre guillemets, bonne connexion, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, je pense pas que ce soit un frein. C'est pas un risque. C'est pas un risque, c'est pas un frein. J'aimerais qu'on termine là, parce qu'on va avoir 4 questions. Juste 2 minutes, Ludivine, sur la gamification. On a parlé de gamification au service des visiteurs, au service des pros. Est-ce que vous avez une expérience à nous faire partager? Est-ce que vous en avez tiré? Donc, comme je vous ai dit précédemment, c'est vrai qu'on est assez sceptique sur tout ce qui est gamification. Enfin, pas sceptique, mais on prend plus de recul quand on a des partenaires qui veulent gamifier pour du grand public. Nous, on a mené un projet au sein de la destination qui était d'utiliser la gamification comme un outil de formation. Donc, c'est-à-dire que c'est pour justement former les personnes en posture d'accueil.
des visiteurs à mieux connaître le territoire et les lieux à visiter. Et donc du coup, voilà. Et donc du coup, on a une chef de projet qui était en charge de piloter voilà cette démarche. Donc qui a travaillé avec les organismes de formation, avec l'UMI, avec différentes structures pour justement construire ce projet et construire cette application. Donc cette application, oui, c'est la gamification de la destination, mais une gamification de destination et de sites touristiques qu'on va visiter sous forme de jeu. Et ce jeu est destiné justement aux professionnels de la destination, donc les personnes en posture d'accueil, pour qu'elles puissent apprendre de manière ludique les lieux à visiter sur la destination et que ça devienne facile et intuitif, au lieu de leur donner voilà, un catalogue qu'ils ne vont pas forcément lire, parce que voilà, c'est aussi dans l'air du temps. Pratiquement, enfin, on est tous sur nos téléphones portables, faut pas se le cacher, c'est l'outil qu'on a tout le temps, donc c'est aussi facile sur le lieu professionnel, pour ces personnes qui sont sur le lieu professionnel, d'avoir le téléphone portable, en même temps de jouer, de pas se bloquer pendant 1 à 2 heures pour apprendre tous les lieux, mais voilà, dès qu'elle a 5 minutes, elle va sur cette application, donc sur ce jeu, pour découvrir des nouveaux sites et apprendre à découvrir ce site pour ensuite retransmettre ces informations au grand public et aux visiteurs. Oui, c'est ça, être capable de mieux partager les singularités du territoire. Donc du coup, nous, on a utilisé la gamification dans cette démarche-là pour les professionnels, pour leur proposer un outil qui va les aider dans leur quotidien et pour accueillir justement les visiteurs. Et ça, vous en tirez un bilan positif? Donc là, aujourd'hui, on est en train de mettre en place, donc, comme on a dit, il y a le volet communication. Donc on a une enveloppe, il y a une enveloppe de communication qui a été mise en place justement pour diffuser l'outil. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que avant de diffuser l'outil, on a déjà fait une première phase de test, où on avait une version bêta et qu'on a diffusé auprès des professionnels, des offices de tourisme, tout ça, parce que les offices de tourisme étaient impliqués dans cette démarche, pour avoir déjà leur retour, pour pouvoir mieux finaliser l'application. Et donc là, on va être dans sa diffusion, dans sa grande diffusion. Donc on a tout un dispositif de communication là qui démarre pour le diffuser à tous les professionnels de la destination autour du Louvre-Lens, pour pouvoir justement proposer ce jeu qui va pouvoir les aider dans leur quotidien. Bon, super initiative, en tout cas à suivre. Donc voilà, je pourrais vous refaire un retour d'expérience par la suite. On va passer à vos questions, elles vont s'afficher. Question de Lénie, comment avez-vous fait pour faire connaître vos applications? La question de la communication des applications. Mélanie, par exemple pour Belle-Île, alors vous avez parlé de l'Office du tourisme, c'est évidemment le premier vecteur de communication. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, l'Office, c'était vraiment... en plus, on se rend compte dans les statistiques de téléchargement, c'est ça qui marche le mieux, en fait. C'était les publications, ces réseaux sociaux, publications Facebook, Instagram, et on observe vraiment sur les statistiques de téléchargement un pic dès qu'il y a communication de l'Office. Donc, c'est vraiment le vecteur principal. Donc, on essaie de travailler là-dessus pour essayer d'avoir une bonne cible aussi de l'application sur le site internet, parce que tous les gens qui viennent à Belle-Île globalement vont quand même faire un tour sur le site de l'Office. Donc voilà, c'est quand même vraiment le vecteur principal. Les réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Nous aussi, de notre côté, on a le site internet de la communauté de communes, mais bon, c'est un peu moins consulté par les gens qui viennent, par les visiteurs. Et après, de ce que conseillait Aurélien, c'était aussi vraiment d'impliquer les hébergeurs, voire les restaurateurs. Ah oui, ça c'est intéressant. Qui voient beaucoup de gens défiler, et notamment les hébergeurs, ils ont tout le temps un point d'accueil où ils présentent un peu les activités à faire sur le territoire. Donc c'est important de mettre des affiches et de leur en parler pour qu'ils puissent, eux, être vecteurs et présenter un petit peu tout ça. Et nous, en maison de site aussi, à la Pointe des Poulains et au Grand Phare, par exemple, les agents d'accueil qui, pareil, refont un petit coup de communication. Donc voilà, il y a un peu plein de... Donc impliquer les acteurs à la fois dans la conception, mais aussi après dans la communication. Ça, c'est important. Alors, deuxième question de Marie. L'utilisation d'une offre gamifiée comporte-t-elle des risques? On a déjà un peu abordé le sujet. Si on fait, Aurélien ou Lionel, un peu la synthèse des 2-3 risques majeurs sur l'utilisation d'une offre gamifiée. Qui veut s'y coller? Lionel? Alors, par qui? Utilisation par qui? Par le visiteur.
je sais pas s'il y a des risques. Là, c'est plus Aurélien qui pourrait répondre. Pour le commanditaire, le risque, c'est que ça s'arrête. C'est qu'on ait mal pensé le projet, qu'on ne l'ait pas construit dans la durée et qu'au final, oui, parce qu'un projet comme celui-ci peut avoir une durée de vie, évidemment, de plusieurs années. C'est tout l'objectif, évidemment. Oui, bien sûr, parce que les investissements, comme on l'a dit, sont quand même importants. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse utiliser l'outil dans la durée et en faire pourquoi pas un des piliers de l'offre touristique. Donc, que ce soit bien construit. Aurélien, ça n'a pas une durée de vie limitée, une offre gamifiée, a priori? Si? Ça dépend comment elle est conçue à la base. On peut avoir potentiellement une obsolescence technologique, mais nous, du fait plutôt de l'évolution des exigences d'Apple et Google, qui mettent à jour tel module, maintenant vous le développez plus comme ci mais comme ça, sinon on enlève votre application. Donc on a des mises à jour qui sont imposées, mais quand on repose pas juste sur la dernière techno à la mode, le truc qui fait waouh, mais dans 6 mois c'est périmé et c'est fait de partout, donc de toute façon il n'y a plus de facteurs différenciants. Ça peut être pérenne. On a une application Traboul qui est en ligne depuis 2010. C'est 180 000 téléchargements depuis 2010. L'application L'Empreinte des Grandes Alpes depuis 2012 est toujours utilisée. On a des pics à 200 téléchargements par week-end. Donc ça existe. Après, pour les risques pour le visiteur, en l'occurrence, sur l'empreinte des Grandes Alpes, on avait mis qui fait le malin tombe dans le ravin, parce qu'on a quand même une logique, il faut faire attention à nos clientèles. Quand on a les yeux rivés sur le téléphone, et sur Belle-Île, on a mis aussi une petite mise en garde sur attention, quand même, il y a des falaises. Mais ça s'impose, évidemment. Troisième question, Lina, pouvez-vous citer des offres gamifiées qui permettraient de faire vivre une réelle expérience aux visiteurs? Alors, il y a celle de Belle-Île, très clairement, qui permet de faire vivre une réelle expérience. Aurélien, est-ce que vous avez en tête, un ou deux exemples d'offres qui vous ont marqué, qui vous marquent? Lionel, même question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit comme ça? Je suis désolé, j'ai plus la référence exacte. Moi, j'ai vu, c'était plus sur une approche de narration transmédia. Qu'est-ce que vous appelez une narration transmédia? Alors, on se rapprocherait plus de ce que présentait Lionel avec à la fois du réseau social, des comptes fictifs. Voilà, vraiment créer un réseau, utiliser une multitude de choses. C'est en Seine-et-Eure, le territoire. Je crois qu'ils ont fait des trucs avec je vous dirai des bêtises, mais il y a des belles choses qui se font en narration transmédia avec des comptes Instagram fictifs, ce genre de choses. Après, sur les applications, je vous engage à télécharger l'application Time Travel du Mont-Saint-Michel et Sabet, où là, on a une approche sur le voyage temporel qui nous a permis de traiter... de donner corps à la destination baie et de traiter toutes les thématiques historiques sans parler au passé, mais en parlant au présent, en faisant voyager virtuellement chaque visiteur dans des fragments temporels et de lui faire tenir un rôle actif dans sa découverte. Lionel, un exemple ou pas? Moi, je pense qu'on a fait un bon tour déjà. Des exemples. Moi, j'en ai pas d'autres. Il y a des choses qui sont mises en place autour du lac de Serponçon de mémoire, avec là aussi des offres basées sur le jeu, qui permettaient d'aller d'une baie à l'autre. Oui, plus dans mon secteur. Quatrième et dernière question. L'application créée pour Belle-Île-en-Mer est-elle simple d'utilisation? Alors, Aurélien et Mélanie, là-dessus. Ça a été un peu aussi conçu pour ça. Ça faisait partie du cahier des charges. Il fallait que ce soit simple. D'une utilisation un peu intuitive. Bon, après, globalement, comme disait Ludivine, tout le monde a un téléphone et c'est un peu tout le temps les mêmes mécanismes. Donc, c'est fait... je pense qu'un enfant seul de moins de 10 ans ne l'utilisera pas tout seul, mais il y a quand même...
Un principe assez simple d'utilisation, ouais. Je sais pas si tu veux compliquer. Et je pense qu'un enfant de moins de 10 ans peut l'utiliser tout seul. Aurélien n'était donc pas d'accord. Non, en l'occurrence, on l'a vu sur d'autres applications. Les enfants se saisissent du téléphone, son moteur, et c'est les parents qui courent derrière. Vraiment, c'est une logique... on n'a pas de passage par un didacticiel. On pose un décor scénaristique, un décor à l'expérience, mais on n'a pas besoin de prise en main parce que chaque application, si vous voulez, à chaque fois même qu'on développe une application comme Belle-Île, on développe en fait 2 applications. On développe une version iOS et une version Android spécifiquement pour que l'interface colle aussi avec les spécificités des pratiques des utilisateurs de chaque plateforme, qui ne sont pas exactement les mêmes. Bon, en tout cas, c'était très intéressant. On était ravis de vous avoir, ravis de vous écouter tous les 4. Un grand merci à tous les 4. On peut vous applaudir, évidemment. Merci beaucoup. On referme cette séquence. Vous pourrez évidemment la découvrir en replay dès le début de la semaine prochaine sur le site de l'événement. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci beaucoup.